parfois des douleurs osseuses et un prurite. Sur le plan biologique, donc dès qu'on suspecte une hyperthyroïdie, on va demander un dosage des hormones thyroïdiennes, FT3, FT4 en première intention. Si elles sont élevées, ça va expliquer les signes cliniques. On complétera par une TSH pour voir l'origine donc de cette élévation de la T3, T4. Est-ce qu'il s'agit d'une hyperthyroïdie périphérique ou d'origine centrale? D'accord. Donc, devant une suspicion clinique d'hyperthyroïdie, on va demander doser les hormones thyroïdiennes. Si elles sont élevées, donc les signes cliniques sont liés à cette élévation des hormones thyroïdiennes, c'est une hyperthyroïdie. Si le taux des hormones thyroïdiennes est normal, ça veut dire que ce sont des signes cliniques qui n'ont rien à voir avec la thyroïde et on va rechercher les autres causes de palpitations, de tachycardie, d'amaigrissement, etc. D'accord? Une petite parenthèse pour la clinique, on peut avoir des formes polysymptomatiques, voire monosymptomatiques, c'est-à-dire on peut avoir uniquement de la tachycardie, on peut avoir uniquement de la diarrhée. D'accord? La TSH, si elle est freinée, rappelez-vous l'axe thyriotrope avec l'effet feedback négatif des hormones thyroïdiennes. Donc, TRH hypothalamique stimule la TSH hypophysaire qui va stimuler la sécrétion de la T4 par la thyroïde. Quand il y a élévation des hormones thyroïdiennes, le signal part, l'hypothalamus et l'hypophyse baissent leur sécrétion de TSH, de TRH et de TSH. Donc, on va avoir une freination de la TSH. Si le taux de TSH est freiné, ça veut dire que mon hyperthyroïdie est d'origine périphérique. C'est la thyroïde qui déconne, qui est en train de sécréter de façon anarchique. Si la TSH est normale, ça veut dire qu'elle n'est pas freinée, donc ça va m'orienter vers un adénome thyriotrope ou bien vers un syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes. D'accord? Une TSH élevée ou normale en regard de FT3, FT4 élevé, c'est soit un adénome thyriotrope qui sécrète de la TSH en excès, ce qui fait stimuler la thyroïde, d'où l'hyperthyroïdie, soit c'est un syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes. Ça veut dire que la thyroïde sécrète des hormones thyroïdiennes et au niveau périphérique, ces hormones thyroïdiennes ne font pas leur effet, ce qui fait que l'organisme est en souffrance. Donc, il va signaler cette souffrance à l'hypophyse qui va stimuler donc la sécrétion thyroïdienne en augmentant sa sécrétion de TSH et on va avoir un tableau TSH normal ou élevé, T3, T4 élevé, alors que la cellule souffre du manque de hormones thyroïdiennes. Le bilan non spécifique de retentissement, on peut trouver une leuconeutropénie, une microcytose, une anémie, donc il va m'orienter vers probablement une hyperthyroïdie, l'élévation des gamma-GT et des phosphatases alcalines, intolérance glucosée, voire carrément un diabète sucré ou bien déséquilibre de diabète sucré. L'hyperthyroïdie est très rarement pourvoyeuse d'un diabète sucré. Généralement, ça entraîne une intolérance glucosée, l'hypercalcémie et l'hypocholestérolémie. Donc, il y a une accélération du métabolisme, donc ça va entraîner une hypocholestérolémie. Le diagnostic étiologique. J'aimerais bien que vous preniez une feuille et que vous fassiez un schéma, un organigramme, comme ça vous allez visualiser le cours et vous allez l'apprendre maintenant. Donc, on a des signes cliniques de l'hyperthyroïdie. Sur le plan biologique, FT3, FT4 élevé, on a confirmé l'hyperthyroïdie. Vous faites deux flèches. Une flèche à gauche, TSH augmenté normal. Une flèche à droite, TSH basse. Si la TSH est basse, vous mettez en dessous hyperthyroïdie périphérique. TSH normal, TSH élevé, hyperthyroïdie centrale. Dans l'hyperthyroïdie périphérique, la première cause, donc vous allez faire plusieurs flèches. La première flèche, c'est la maladie de Basedow, qui est la pathologie la plus pourvoyeuse d'hyperthyroïdie la plus fréquente. La maladie de Basedow, c'est une pathologie auto-immune qui survient sur un terrain génétiquement prédisposé, déclenché souvent par des facteurs environnementaux, notamment le stress et le tabac. C'est une stimulation permanente des cellules thyroïdiennes par les anticorps antirécepteurs de la TSH qui entraîne une stimulation de toutes les étapes de l'hormonosynthèse et la libération des hormones thyroïdiennes. Donc, c'est une hyperthyroïdie dans la maladie de Basedow par hypersécrétion de cellules d'hormones thyroïdiennes. Sur le plan clinique, on va avoir le syndrome de thyrotoxicose, ça veut dire qu'on va avoir les signes d'hyperthyroïdie qu'on a cités, amaigrissement, asthénie, tachycardie permanente, diarrhée, HTA, tremblement fin des extrémités, associé à un goitre, associé à une exophthalmie. Le goitre est généralement diffus, le goitre basdovien typique est diffus, homogène, indolore, sans nodule, élastique, isolé et vascularisé,
frémissant à la palpation, c'est le trile vasculaire, et on peut à l'auscultation objectiver un souffle systolique. Ça, c'est le goitre basoïvien. L'ophtalmopathie basoïvienne, le signe d'atteinte qui signe l'atteinte auto-immune, d'évolution indépendante de l'évolution de la thyrotoxicose, et vous retiendrez surtout l'exophtalmie bilatérale, d'accord? Donc, dans l'ophtalmopathie basoïvienne, on va avoir des signes fonctionnels et donc des signes physiques. Parmi les signes fonctionnels, l'impression de corps étranger intraoculaire, le larmoiement, la photophobie, la rougeur conjectivale et l'échémosis. On va avoir une rétraction de la paupière supérieure avec élargissement de la fente palpébrale, ce qui donne un éclat de regard qui paraît tragique. On a l'impression que le patient nous fixe de regard. On peut avoir un œdème palpébral et c'est surtout l'exophtalmie bilatérale et symétrique qui va nous orienter donc vers l'ophtalmopathie basoïvienne. D'accord? Retenez bien que l'évolution de l'ophtalmopathie basoïvienne est indépendante de l'évolution de l'hyperthyroïdie, c'est-à-dire votre patient qui a une maladie de Basedow, qui va installer une hyperthyroïdie avec ses signes cliniques, un goitre et une exophtalmie bilatérale. Vous allez mettre votre patient sous traitement médical et on le fait revenir à l'euthyroïdie. Ça ne veut pas dire forcément que l'exophtalmie va évoluer. Souvent, c'est irréversible. On peut la stabiliser par traitement, mais il ne faut pas s'attendre qu'elle sera plus grave si l'hyperthyroïdie est plus importante et elle va disparaître ou bien régresser si l'hyperthyroïdie est traitée. C'est ce qu'on veut dire par donc ophtalmopathie évoluant indépendamment de la thyrotoxicose. D'accord? Le signe de De Graaf, c'est la synergie oculopalpébrale dans le regard vers le bas. Et les autres signes d'atteinte auto-immune, c'est-à-dire liés carrément au fait que ça soit la maladie de Basedow, ça va être le myxœdème prétibial. C'est un placard érythémateux qui s'épaissit progressivement en regard des crêtes tibiales devenant violacées, donnant l'aspect de peau d'orange, avec une acropathie basoïvienne faite d'épaississement et œdème sous-cutané des mains et des pieds, avec un épaississement périosté des os des phalanges, des métacarpes et des métatarses, sans déformation osseuse. D'accord? Ces signes, donc, le myxœdème prétibial, l'acropathie, se voit de plus en plus rarement. Pourquoi? Parce que là, le dosage des hormones thyroïdiennes est rentré dans la culture générale, c'est-à-dire que dès que la personne se plaint d'asthénie, de palpitations ou bien de nervosité, on va doser les hormones thyroïdiennes et on fait généralement le diagnostic de l'hyperthyroïdie et notamment de la maladie de Basedow à un stade assez précoce avant l'installation du myxœdème prétibial ou bien de l'acropathie basedowivienne. D'accord? Sur le plan biologique, bien sûr, on a FT3, FT4 élevé avec une TSH freinée. Donc, on va doser les anticorps. Donc, anticorps antirécepteurs de la TSH, on a les TRAC et les TRAP qui sont présents à des taux élevés. Et on a des anticorps anti-TGE et anti-TPO qui peuvent être positifs, mais de façon plus faible que dans les hypothyroïdies d'origine auto-immune. Donc, d'accord. Donc, pour la maladie de Basedow, les anticorps anti-TG et anticorps anti-TPO peuvent être présents, mais à des taux un petit peu faibles par rapport aux thyroïdites auto-immunes et à l'hypothyroïdie d'origine auto-immune. C'est surtout les anticorps antirécepteurs de la TSH, donc les TSI, qui vont être très élevés. À l'échographie, le Doppler vasculaire va confirmer le caractère homogène et diffus du goitre. Il y a une hypervascularisation qui permet de suivre l'évolution du goitre sous traitement et de détecter l'association de nodules pouvant modifier la décision thérapeutique. La scintigraphie thyroïdienne confirme le caractère diffus et homogène du goitre. Donc, on va avoir une hyperfixation à la scintigraphie de l'isotope par l'ensemble de la thyroïde. Vous allez avoir un papillon qui est de couleur gris foncé, voire noir carrément. Donc, je fais une petite pause pour répondre aux questions. Donc, TSH élevé et T3, T4 élevé, ça veut dire que c'est une hyperthyroïdie d'origine centrale. C'est l'hypophyse qui sécrète beaucoup de TSH, d'où la sécrétion de T3, T4. L'hormone la plus fiable à doser, c'est la T4. Donc, c'est l'hormone biologiquement active.
Dans l'hypothyroïdie, on trouve dans certains cas qu'on trouve une hypertension. Oui, on peut trouver une hypertension artérielle et non pas une hypotension artérielle par différents mécanismes. Vous allez le faire dans le cours de l'hypothyroïdie, d'accord? Très bien. Donc, pardon, je reprends. Et on est toujours dans la case donc, des hyperthyroïdies périphériques. On a vu la maladie de base d'eau. La deuxième cause des hyperthyroïdies, c'est l'adénome toxique. Quand je vous dis adénome toxique, c'est une définition scintigraphique. C'est une tumeur bénigne de la thyroïde localisée, c'est un nodule localisé, sécrétant et autonome, mettant au repos le reste de la glande. Ça veut dire que cette tumeur bénigne qui est bien circonscrite se met à sécréter des hormones thyroïdiennes en excès. C'est elle qui sécrète les hormones thyroïdiennes, ça entraîne une hyperthyroïdie. Le signal part à l'hypophyse diminue sa sécrétion de TSH, le reste du parenchyme thyroïdien ne sécrète plus d'hormones thyroïdiennes, puisque cet adénome, cette tumeur bénigne est en train de sécréter les hormones thyroïdiennes en excès. Donc ça va donc mettre au repos le reste de la glande. C'est une définition scintigraphique. Sur le plan clinique, on va avoir des signes d'hyperthyroïdie pure, sans auto-immunité, avec à la palpation thyroïdienne un nodule qui est ferme, mobile, indolore, sans adénopathie cervicale, donc sans signe péjoratif de malignité. Sur le plan biologique, on a une hyperthyroïdie périphérique, FT3, FT4 élevé, TSH effondré, anticorps antirécepteurs de la TSH négatif, anti-TPO, anti-thyroglobuline négatif. L'échographie cervicale, on va objectiver un nodule qui est plein, hypervascularisé, et la scintigraphie va mettre en évidence un nodule hyperfixant, donc chaud, avec un reste de parenchyme éteint, peu ou pas fixant. Donc, vous allez avoir un papillon gris très clair, voire blanc, avec un petit rang qui est noir ou gris foncé. Ça veut dire qu'il s'accapare tout l'isotope, donc il s'accapare tout l'iode pour sécréter les hormones thyroïdiennes. La troisième cause de l'hyperthyroïdie, c'est le goitre multinodulaire hétérogène toxique. Donc, c'est un goitre qui siège au niveau duquel vont siéger plusieurs nodules, plusieurs petites tumeurs donc bénignes de la thyroïde, entraînant une sécrétion donc exagérée des hormones thyroïdiennes. C'est la première cause de l'hyperthyroïdie chez le sujet âgé. Généralement, c'est un goitre qui évolue depuis très longtemps. S'il se nodularise, et donc ces nodules peuvent se mettre donc à sécréter les hormones thyroïdiennes. D'accord? Donc généralement, le goitre est volumineux, d'origine géographique ou familiale, c'est-à-dire qu'il y a une histoire familiale ou bien c'est une personne qui vient d'une zone d'endémie goitreuse. On va rechercher systématiquement un déficit ou une surcharge en iode. Et à la scintigraphie, on va avoir plusieurs nodules chauds, le reste du parenchyme peu ou pas fixant. Le traitement se fera par la chirurgie puisqu'il est très rare de savoir quel est le nodule pourvoyeur de l'hyperthyroïdie. Donc, on va enlever tout le goitre avec ces nodules. La quatrième cause des hyperthyroïdies, c'est les thyroïdites. Vous allez le faire cet après-midi normalement ou bien la semaine prochaine. Les thyroïdites, ce sont des situations, qu'il s'agisse de thyroïdite subaiguë ou chronique, ce sont des situations d'inflammation subaiguë ou chronique de la thyroïde qui fait qu'il y a une première phase pendant laquelle il va y avoir une destruction des cellules thyroïdiennes avec éversion de leur contenu hormonal dans la circulation sanguine. Donc, comme la thyroïdite, par exemple, subaiguë de Kervin, c'est une inflammation subaiguë de la thyroïde qui est réversible due à une infection virale et qui va évoluer en 4 phases. Une première phase d'hyperthyroïdie par lésion des cellules thyroïdiennes et libération de leur contenu. C'est une phase qui passe souvent inaperçue, une semaine, 15 jours, avec des signes cliniques qui sont très très modérés. Parfois, le diagnostic est biologique comme ça par hasard. Puis une phase de thyroïdie, puis une phase probable d'hypothyroïdie par un non-fonctionnement des cellules. Puis on reprend le thyroïdie, c'est-à-dire on guérit. La thyroïdite aiguë, on peut développer une hypothyroïdie pour laquelle on va guérir. Le deuxième type de thyroïdite qui peut être pourvoyeur d'hyperthyroïdie, c'est la thyroïdite silencieuse d'origine auto-immune qui se voit surtout en postpartum, jusqu'à une année après un accouchement, et qui peut passer inaperçue et qui peut donner une thyrotoxicose modérée 4 à 6 semaines après l'accouchement par lésion des cellules thyroïdiennes avec un petit goitre ferme indolore qui va être suivi par une phase d'hypothyroïdie entre le 4e et le 7e mois après l'accouchement, nécessitant parfois une hormonothérapie substitutive. Et chez 30% des femmes, il va y avoir une évolution vers l'hypothyroïdie chronique.
Cinquième cause des hyperthyroïdies périphériques, c'est les hyperthyroïdies iatrogènes. Je répondrai tout à l'heure à cette question concernant la thyroïde multinodulaire. L'hyperthyroïdie iatrogène, donc on peut avoir une hyperthyroïdie par surcharge iodée, c'est-à-dire si on prend beaucoup d'iode, on va donc il y aura beaucoup de substrat, donc le principe actif, qui va entraîner une élévation de la synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc, pour la surcharge iodée, on peut avoir une hyperthyroïdie qui est souvent transitoire ou prolongée, sévère. Ça dépend donc du médicament qui est en cause. Il faut savoir que les antiseptiques iodés utilisés sur une surface corporelle étendue pendant une longue période peuvent entraîner une hyperthyroïdie iatrogène. La prise de produits de contraste iodé également, donc si la personne fait des contrôles radiologiques. Donc on reprend. Donc dans la surcharge iodée qui entraîne une hyperthyroïdie qui peut être transitoire ou carrément prolongée, de sévérité variable selon selon la dose du médicament et la durée d'exposition. On a parlé des antiseptiques iodés, la bétadine, les produits de contraste iodé, la personne qui fait des contrôles radiologiques assez rapprochés, transit gastrodiodénal, associé à des TDM, etc., elle peut avoir une hyperthyroïdie. Et les médicaments iodés. Il y a certains antitussifs et antidiarrhéiques qui contiennent de l'iode. Et le médicament le plus pourvoyeur d'hyperthyroïdie ou d'hypothyroïdie d'ailleurs, c'est l'amiodarone, l'accordarone, qui est un antiarythmique largement utilisé par nos collègues cardiologues et dont le comprimé dosé à 200 mg contient 75 mg d'iode organique qui peut être utilisé par donc la cellule thyroïdienne pour synthétiser les hormones thyroïdiennes. Le lithium est l'interféron dans les pathologies des systèmes et auto-immunes et les hormones thyroïdiennes, une surcharge lors d'un traitement substitutif d'une hypothyroïdie ou bien des traitements freinateurs des cancers thyroïdiens, c'est-à-dire c'est des patients qui présentent initialement une hypothyroïdie ou bien qui sont traités pour des cancers thyroïdiens pour lesquels on doit normaliser la TSH. On utilise des doses de L-thyroxine, donc de LT4 synthétique et donc le patient peut rater un rendez-vous ou bien on peut utiliser une forte dose d'emblée et on voit que cette forte dose entraîne une hyperthyroïdie. Ça veut dire que le patient est en surdosage. En diminuant la dose du traitement substitutif ou freinateur de l'hypothyroïdie, on va normaliser cette hyperthyroïdie. Et puis, on a aussi les hyperthyroïdies factices qui est due à la prise occulte d'hormones thyroïdiennes dans un but d'amaigrissement. Les jeunes filles, par exemple, qui veulent maigrir pour, par exemple, faire une carrière de mannequinat, etc., elles peuvent prendre des hormones thyroïdiennes, de la lévothyrox. Et donc, en prenant des hormones thyroïdiennes alors qu'on est en situation de thyroïdie, on va être en situation d'excès et on va développer une hyperthyroïdie. Le diagnostic est très difficile à faire puisque c'est très difficile pour ces gens-là de reconnaître qu'ils sont en train de prendre donc de la lévothyrox, de la L-thyroxine pour perdre du poids. Donc, pour la question de tout à l'heure, vous avez posé la question concernant la thyroïde multinodulaire peut-elle dégénérer ou pas? Oui, il y a un risque de dégénérescence de la thyroïde multinodulaire. Hein. Donc, les nodules, d'ailleurs, vous allez le faire dans le TD des nodules thyroïdiens. Tout dépend des caractéristiques initiaux et de l'évolutivité de ce nodule thyroïdien. Donc, une thyroïde multinodulaire, il y a un risque de dégénérescence vers la malignité. La chirurgie s'impose-t-elle dans tous les cas? Non, c'est plutôt la surveillance. Donc, dans un goitre multinodulaire, on va objectiver un nodule, par exemple, plus gros que d'autres. On peut faire une cytoponction thyroïdienne pour études histologiques. On peut faire une biopsie. Et selon l'évolutivité, les caractéristiques radiologiques, échographiques, on pourra orienter le patient vers donc une chirurgie. Donc, pour l'hyperthyroïdie gestationnelle, qui est la 6e cause d'hyperthyroïdie, je vais répondre tout à l'heure à la question. Donc, l'hyperthyroïdie gestationnelle, donc on a la thyrotoxicose gestationnelle transitoire, qui est la situation la plus fréquemment rencontrée en pratique courante. C'est une hyperthyroïdie qui est due à une hyperstimulation
thyroïdienne par un effet thyrostimulant de l'HCG. Vous savez que pendant la grossesse, on a une élévation de l'HCG dès la fécondation, pendant le premier trimestre, avant qu'il y ait un abaissement progressif du taux d'HCG. Cette HCG, elle a une analogie structurelle avec la TSH qui fait que, pardon, elle peut donc stimuler la sécrétion thyroïdienne, d'hormones thyroïdiennes. Ça va donner une hyperémesis gravidarum dans la forme sévère. Ça veut dire qu'on va avoir une exagération des signes sympathiques de la grossesse, des vomissements incoercibles, des troubles hydroélectrolytiques secondaires à ces vomissements, hypokaliémie. On peut avoir de la déshydratation, de la perte de poids. Et devant ces signes-là, avec absence de goitre et absence d'anticorps antirécepteurs de la TSH, donc ce n'est pas une pathologie auto-immune, on va trouver un taux de FT4 qui est légèrement élevé avec une TSH qui est normale, voire légèrement basse. Généralement, on va avoir une amélioration clinique et biologique au fur et à mesure de la baisse du taux de l'HCG avec retour à l'euthyroïdie à partir de la 6e et la 20e semaine d'aménorrhée. Donc là, on peut ne pas traiter. Traitement symptomatique des vomissements, des effets secondaires, c'est-à-dire des conséquences réhydratation, correction des troubles hydroélectriques. Si le taux de FT4 est normal, on ne va pas donc traiter la patiente. Sinon, on pourra traiter de façon transitoire en s'attendant que cette hyperthyroïdie va spontanément être réversible à partir de la 20e semaine d'aménorrhée, puisque c'est à partir de là que le taux d'HCG va diminuer, donc on n'a plus d'effet thyrostimulant de cet HCG. Et cette thyrotoxicose gestationnelle transitoire se voit surtout dans les grossesses jumellaires ou multiples, puisque le taux d'HCG va être plus important dans ces grossesses-là. On peut aussi avoir une hyperthyroïdie gestationnelle par hypersensibilité à l'HCG des récepteurs de la TSH. C'est-à-dire, c'est une hyperthyroïdie avec vomissement persistant durant la grossesse qui va avoir comme conséquence chez la mère un risque de prééclampsie, de fausse couche, d'accouchement prématuré, voire carrément d'anémie et de rupture placentaire. Et chez le fœtus, on peut avoir un retard de croissance intra-utérin, une défaillance cardiaque, une crâniosinostose, une accélération de la motilité fœtale et de la maturation osseuse avec un goitre fœtal, une prématurité ou carrément une hyperthyroïdie fœtale, voire des malformations congénitales qui peuvent être létales et entraîner un avortement. D'accord? Je vous demande de retenir dans les hyperthyroïdies gestationnelles la thyrotoxicose gestationnelle transitoire par effet thyrostimulant de l'HCG qui disparaît généralement à la 20e semaine et l'hypersensibilité des récepteurs donc, de la TSH à l'HCG. C'est tout ce que je vous demande de savoir. La 7e cause, donc les causes les plus rares, donc rarement pourvoyeuses d'hyperthyroïdie. On a l'hyperthyroïdie par sécrétion ectopique d'hormones thyroïdiennes. C'est comme dans le cas de syndrome de Cushing ACTH dépendant paranéoplasique, c'est-à-dire qu'on va avoir une sécrétion des hormones thyroïdiennes, non pas par les cellules thyroïdiennes, mais par des cellules tumorales extrathyroïdiennes. Donc, la tumeur la plus pourvoyeuse de cette situation est le stroma ovari, donc une tumeur ovarienne. Les métastases fonctionnelles des cancers thyroïdiens, un cancer de la thyroïde s'il est métastasé, généralement, il va donner des métastases fonctionnelles, c'est-à-dire que ce sont des métastases qui elles-mêmes vont sécréter des hormones thyroïdiennes, donc contribuant à l'élévation des hormones thyroïdiennes. On a l'hyperthyroïdie à TSH normale ou élevée, donc devant laquelle on va évoquer soit un adénome hypophysaire thyriotrope, j'ai dit que c'est le plus rare des adénomes, soit un syndrome de résistance périphérique aux hormones thyroïdiennes. On a les hyperthyroïdies non auto-immunes familiales par mutation germinale activatrice du récepteur de la TSH. Donc, c'est une hyperthyroïdie familiale due à une mutation génétique, mais qui n'est pas d'origine auto-immune. Et puis, on a l'hyperthyroïdie par hypersécrétion de l'HCG en dehors de la grossesse et les tumeurs trophoblastiques, le choriocarcinome par exemple, où on a toute situation où il y a élévation de l'HCG peut entraîner une élévation des hormones thyroïdiennes par donc, stimulation de la sécrétion ou par stimulation de la sécrétion donc, des hormones thyroïdiennes. Donc, vous avez fait votre schéma. Très bien. Pour ce qui est des formes cliniques, donc je vais parler de deux entités, les formes polysymptomatiques ou bien monosymptomatiques. Donc, absence de l'un des deux signes considérés comme majeurs qui sont l'amaigrissement et la tachycardie. Donc, on va parler d'une forme polysymptomatique. Forme sans amaigrissement, donc 10% des cas chez les sujets jeunes avec prise de poids paradoxale.
Et les formes sont tachycardie, un sujet au rythme physiologique lent ou coexistence d'un bloc auriculo-ventriculaire complet, c'est-à-dire qu'il a une pathologie cardiaque qui fait qu'il va y en avoir un équilibre. Une pathologie bradycardisante avec une tachycardie due à l'hyperthyroïdie, on va avoir un rythme cardiaque normal. On a eu des cas d'hyperthyroïdie monosymptomatique qui ont été prises en charge à l'étranger parce qu'ils présentaient une diarrhée réfractaire. Donc, il n'y avait aucun signe clinique à part la diarrhée et l'amaigrissement et la déshydratation secondaire à cette diarrhée. Et il s'agissait d'une hyperthyroïdie. Donc, il ne faut pas toujours s'attendre à avoir la triade amaigrissement, tachycardie, asthénie ou bien hyperexcitabilité. Donc, on peut avoir un signe qui manque, on peut avoir un seul signe clinique. Ce genre de forme donc n'existe pratiquement plus puisque je vous ai dit le dosage de la glycémie, de la FNS et de la TSH est devenu banal, demandé à devant n'importe quel consultant. Je reprends la diapo qui était avant, qui est la forme infraclinique, qui sont de plus en plus fréquentes. Donc, on diagnostique de plus en plus d'hyperthyroïdie infraclinique. D'accord? C'est quoi une hyperthyroïdie infraclinique? C'est des situations où la TSH est basse sans que liée augmentation de la T3, la T4. Il y a plusieurs mécanismes, je vous épargne ça. Les hyperthyroïdies infracliniques, ce sont des hyperthyroïdies biologiques. Donc, cliniquement, on ne peut pas avoir de signes cliniques puisque le taux de T3, T4 est normal. Mais la baisse de la TSH en elle-même entraîne un risque, surtout chez les sujets âgés, d'accord, où il y a un risque de fracture accrue parce que ménopausée, puisque la frénation de la TSH peut avoir donc un effet sur l'activité ostéoclastique, donc une frénation de l'activité ostéoblastique de l'os, ce qui fait qu'il va y avoir une fragilisation de l'os. Donc une femme ménopausée qui présente une hyperthyroïdie infraclinique risque de faire de fractures. Il y a une augmentation de la mortalité cardiovasculaire par trouble du rythme cardiovasculaire, par fibrillation auriculaire ou bien par altération de la contractilité et par hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, si le taux de TSH chez votre patient est inférieur à 0,10 milliunités par litre, vous êtes en droit de traiter comme une hyperthyroïdie malgré le fait que la T3, T4 sont normales et on va utiliser des doses très minimes pour essayer de normaliser la TSH. D'accord? Et d'ailleurs, c'est le même principe que dans l'hypothyroïdie infraclinique. Bon, les formes compliquées et évolutives, il faut savoir si vous ne traitez pas une hyperthyroïdie, elle peut se compliquer. On a une atteinte cardiaque, donc on part d'une tachycardie. Cette tachycardie peut être pourvoyeuse d'une fibrillation auriculaire. Cette fibrillation auriculaire peut être pourvoyeuse de thrombose intra-auriculaire ou bien carrément d'arrêt cardiaque. On peut avoir une hypertrophie ventriculaire gauche, des troubles de la contractilité. Et donc, ça peut se compliquer de ce qu'on appelle une cardiothyriose, qui est la présence de troubles du rythme cardiaque, de l'insuffisance cardiaque et de l'insuffisance coronarienne. Donc, une hyperthyroïdie pourvoyeuse de tachycardie, si elle n'est pas traitée, elle va se compliquer d'une cardiothyriose, donc trouble du rythme type fibrillation auriculaire, généralement ACFA, arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire. On peut avoir de l'insuffisance cardiaque et de l'insuffisance coronarienne. Les troubles psychiatriques, donc la simple nervosité, agitation peut se compliquer d'un syndrome dépressif, voire carrément d'un syndrome hallucinatoire. On peut avoir des crises aiguës thyrotoxiques. La crise aiguë thyrotoxique, elle se voit surtout après une chirurgie de la thyroïde mal préparée, c'est-à-dire c'est un patient qui présentait une hyperthyroïdie, qui a été opéré alors qu'on n'avait pas encore normalisé son taux d'hormones thyroïdiennes. On va avoir une crise aiguë thyrotoxique post-op. Pourquoi? Par relargage du contenu cellulaire dans la circulation sanguine. Donc la crise aiguë thyrotoxique, on va avoir des signes cliniques à l'extrême. Ça veut dire quoi? J'avais avant une thermophobie avec sueur et moiteur d'éma, je vais avoir de la fièvre d'origine centrale. Je vais avoir de la tachycardie très importante, un rythme très accéléré avec de l'ACFA, carrément un OAP lésionnel. Je peux avoir une défaillance cardiaque, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales. Je vais avoir un délire, donc une hallucination à l'extrême, un délire, et voire carrément un collapsus ou un coma. D'accord? Les autres complications sont rares. Donc, pour répondre à la question de votre collègue,
dans l'hyperthyroïdie secondaire à la prise d'amiodarone, est-ce qu'on doit arrêter le traitement par amiodarone? Je vous ai dit que la cordarone, l'amiodarone était l'antiarythmique le plus utilisé par les cardiologues et parfois c'est le seul antiarythmique qu'on peut utiliser chez le patient. Si la prise d'amiodarone a entraîné une hyperthyroïdie et ça peut aussi entraîner une hypothyroïdie, vous allez le voir, on a deux options. On discute avec le cardiologue. Pouvez-vous remplacer la cordarone, l'amiodarone par un autre antiarythmique? Si c'est possible, on arrête la cordarone et on remplace l'amiodarone, et on remplace par un autre antiarythmique. Le bilan thyroïdien va se normaliser. Si c'est la seule alternative thérapeutique chez le patient, on ne va pas le léser sur le plan cardiaque pour normaliser son bilan thyroïdien. On va traiter l'hyperthyroïdie en parallèle de la prise de l'amiodarone. D'accord? Donc, pour le traitement, comme dans les chapitres traitement, mettez toujours objectif, moyen, donc, et conduite à tenir. Les objectifs donc, du traitement de l'hyperthyroïdie, c'est d'obtenir le thyroïdie, prendre en charge des complications et traiter l'étiologie. Donc, j'obtiens le thyroïdie, c'est-à-dire je normalise le taux d'hormone thyroïdienne dans le sang de mon patient. Je prends en charge les complications, il fait une ACFA, il doit être mis sous anticoagulant, un bêta-bloquant. Et je traite l'étiologie. S'il s'agit d'un nodule toxique, je dois faire opérer mon patient. Un goitre multinodulaire, je fais opérer mon patient. Un traitement, donc, donc, pour le traitement, les moyens, le traitement médical. Il faut savoir que parmi les moyens thérapeutiques du traitement médical, on a le repos, d'accord, puisque on est en situation d'hyperthyroïdie, on a le repos, on peut avoir utilisé les anxiolytiques. Ce sont des patients qui sont irritables, très nerveux, anxieux, donc on peut utiliser les anxiolytiques. Et puis, on a donc le traitement médical spécifique donc, de l'hyperthyroïdie. Les antithyroïdiens de synthèse, les ATS, donc les antithyroïdiens de synthèse, on a plusieurs molécules. On a le carbimazole, on a le propylturacil et on a le Basden. Le propylturacil, c'est des comprimés à 25 mg à usage uniquement hospitalier, n'existe pas en Algérie. C'est utilisé surtout chez les femmes enceintes puisque le propylturacil n'a aucun passage transplacentaire. Donc, si la femme enceinte présente une hyperthyroïdie, on utilise le propylturacil puisqu'on va traiter son hyperthyroïdie sans pour autant influencer la thyroïde fœtale. Ça ne passe pas la barrière placentaire, donc ça ne passe pas chez le fœtus. À usage hospitalier n'existe pas chez nous. Le Basden comprimé à 25 mg ou le carbimazole comprimé à 5 ou à 20 mg. Chez nous, c'est uniquement la forme à 5 mg qui existe. Le Basden est actuellement en rupture. Ce sont des médicaments dérivés du propylturacil qui ont un léger passage transplacentaire, donc un effet tératogène qui est minime et qui existe, qui est plus marqué pour le carbimazole que pour le Basden. Le Basden a un moindre passage transplacentaire que le carbimazole, donc il va être préféré chez la femme enceinte, donc puisqu'il sera moins pourvoyeur d'effets tératogènes que le carbimazole. La dose donc dépend de l'étiologie. Il faut savoir qu'en matière de maladie de base d'eau, la dose maximum de carbimazole, c'est 12 comprimés par jour et celle du Basden, c'est 8 comprimés par jour. Le traitement adjuvant, donc le repos, les anxiolytiques et les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants ont une action sur la tachycardie et réduisent un petit peu la conversion périphérique de T3 en T4 biologiquement active. En plus de ces traitements-là, on a la solution de Lugol, donc l'iode organique. Ce sont des gouttes qu'on peut utiliser pour bloquer les récepteurs à l'iode. Le principe, c'est quoi? En utilisant de l'iode anorganique, donc le Lugol, cet iode anorganique va être reconnus par les récepteurs de l'iode au niveau du thyréocyte. Ils vont se déposer au niveau des récepteurs, donc ils vont bloquer les récepteurs de l'iode.
C'est un iode non organique, donc il ne peut pas être utilisé dans l'hormonosynthèse des hormones thyroïdiennes. Il est là dans le récepteur, mais il ne peut pas être internalisé et participer à l'hormonosynthèse. Et donc, l'iode organique apporté par l'alimentation ne va pas être capté par la cellule thyroïdienne et on va avoir un abaissement du taux d'hormones thyroïdiennes circulantes. L'inconvénient du traitement par le Lugol, c'est qu'il y a un effet d'échappement thérapeutique, c'est-à-dire que cet iode non organique ne peut pas être fixé au récepteur pendant longtemps ou définitivement. Donc, après un certain temps, il va libérer la place et donc la cellule reprend la captation de l'iode organique et l'hormonosynthèse. Cet effet d'échappement thérapeutique se voit au bout de 10-15 jours en moyenne. Donc, le traitement par le Lugol va être utilisé pour préparer à la chirurgie. Le lithium, c'est le même donc, principe. Il va être capté par les récepteurs de l'iode et donc bloquer l'hormonosynthèse. Les corticoïdes, par leur effet immunosuppresseur, donc peuvent être utilisés contre l'hyperthyroïdie. Vous m'excusez, 2 minutes, je vais couper le sang pour répondre à l'astreinte du service. 2 minutes. Pardon, on reprend. Donc, on a dit les traitements médicaux, les antithyroïdiens synthèse en première intention. Donc, le traitement adjuvant, c'est le repos bêta-bloquant anxiolytique. On a la solution de Lugol avec effet d'échappement thérapeutique au bout de 10-15 jours, le lithium et les corticoïdes pour leur effet immunosuppresseur. La solution de Lugol, vous pouvez voir, donc revoir la physiologie, l'effet d'échappement, donc l'effet Wolff-Chaikoff. La chirurgie, donc on enlève carrément la cause de cette hyperthyroïdie et le traitement isotopique par donc iode radioactif, pardon. Donc le traitement isotopique par iode radioactif qui reprend un petit peu le principe donc du Lugol, on va utiliser de l'iode anorganique radioactif qui va se fixer durablement sur les récepteurs de l'iode, ce qui entraîne donc la baisse et l'arrêt de l'hormonosynthèse thyroïdienne. Les modalités et les indications, les conduites à tenir pour le traitement donc, des hyperthyroïdies. Dans la maladie de base d'eau, c'est une pathologie d'origine auto-immune. Donc, l'indication du traitement médical va dépendre de l'âge, du volume du goitre, de la présence ou non de nodules suspects, de l'intensité des signes d'hyperthyroïdie et de la possibilité et de l'observance du patient. On a 2 schémas thérapeutiques dans la maladie de base d'eau. Le premier schéma consiste à donner du carbimazole à raison de 45 mg par jour en dose d'attaque, associé au bout de 4 à 6 semaines à de la L-théroxine à la dose de 100 microgrammes par jour en moyenne. C'est le schéma block and replace. La durée totale du traitement est de 18 à 24 mois. Dans la maladie de base d'eau, généralement, on traite toujours pendant 18 à 24 mois. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, dans ce schéma block and replace, c'est qu'on va donner une forte dose de carbimazole pour baisser la synthèse